la responsabilité principale de cette division, c'est surtout Netanyahou qui la porte. Il n'est pas le seul, mais il est vraiment le principal à la porter. Il a voulu le pouvoir à tout prix, et à ce tout prix, c'est Israël qui en paye le prix cher. On est en pleine campagne d'auto-BDS, où on a des gens qui sont des gens quand même tout de même significatifs dans l'économie israélienne, dans le monde politique israélien, etc., qui en fait appellent plus ou moins à faire un boycott sur Israël. Enfin, merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. La société israélienne traverse actuellement une période de fracture profonde marquée par des divisions croissantes entre ses différentes composantes. Ces derniers mois ont été témoins de manifestations en faveur et contre la réforme judiciaire, d'appel à la rébellion civile de la part de certains politiciens. Un clivage se creuse entre les religieux et les laïcs et pour certains, la situation atteint un niveau d'explosivité sans précédent, rendant le dialogue entre les différentes parties presque inexistant. Dans notre débat de la semaine, nous nous pencherons sur les raisons qui ont conduit à une telle situation. Nous tenterons aussi de comprendre les risques qu'elle engendre et de savoir s'il existe d'éventuelles solutions qui permettront de rétablir un climat propice au dialogue. Et pour cela, nous avons nos invités pour ce débat de la semaine. Nous sommes avec Marilyn Smadja. Marilyn, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. De Tikva Hadasha de Gideon Sahar et cofondatrice de Women Wage Pits. Et nous sommes aussi avec Amir Weitman du Likoud qui préside le groupe des libéraux au Likoud. Amir, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vous poser d'abord une question à tous les deux. On est d'accord donc pour dire que la société israélienne connaît actuellement une crise assez profonde et que les divisions entre les différentes parties de la population vont en grandissant. D'après vous, qu'est-ce qui a accentué cette crise ? Il y a vraiment une accentuation et le premier facteur qui est dit, c'est par exemple, c'est les réseaux sociaux. C'est la tendance qu'ont les gens en général de s'associer et non seulement à ceux qui leur ressemblent, mais à ceux qui sont même extrémistes. Et quand je parle d'extrémisme, je parle de tous les côtés, d'accord, de tous les bords, pas seulement un extrémisme d'un seul côté. Maintenant, évidemment, ce qui se passe précisément en Israël, on le sait très bien que cette soi-disant réforme, ce régime, ce changement de régime, cette volonté, justement parce que dans le gouvernement actuel, il y a eu une entrée des extrémistes, ça n'a fait évidemment que accentuer des divisions qui étaient déjà profondes ces dernières années et qui n'ont fait que se rajouter ces derniers mois jusqu'à inquiéter énormément de gens dans la société, y compris moi, je pense aussi pour Amir Weitman, qui doit être tout aussi inquiet que moi. Je ne connais pas ses positions, mais je dirais que c'est déjà deux raisons, il y en a d'autres, évidemment. Amir, Amir qui a écrit cette semaine un post justement sur cette fracture qui existe dans la société israélienne et qui s'est dit inquiet. Alors Amir, d'après vous, qu'est-ce qui a causé cette période qu'on connaît actuellement où c'est vrai que la société israélienne a toujours été divisée, mais là on sent quand même quelque chose d'un peu plus important que d'habitude. Je crois que ça fait en effet longtemps qu'il y a toujours eu, en fait, bon, c'est normal aussi, il n'existe pas des sociétés qui sont complètement homogènes. Hein. Je pense que donc, la société israélienne a toujours eu des divisions depuis toujours, voilà, entre les laïcs, les religieux, plus religieux, moins religieux, les orthodoxes, etc. Bon. Maintenant, au-delà de ces divisions politiques et sociologiques et religieuses qui ne sont évidemment pas nouvelles, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui se sont ajoutées depuis maintenant plusieurs années. D'une part, on va dire la poursuite de Netanyahou, qui est quand même le chef de la droite, c'est la chasse à l'homme hein, depuis déjà de nombreuses années. Et en fait, plus cette chasse à l'homme s'est approfondie, plus elle a créé une réaction de l'autre côté. Ok, donc c'est ça. Donc déjà, il y a toute une division autour de la personne de Netanyahou qui s'est formée et qui a fait que les gens, chacun se sont, on va dire, sont rentrés dans des positions autour de sa personne en fait, qui n'ont rien à voir avec de l'idéologie.
Mais on a vu le oui Bibi, non Bibi, c'était complètement, à mon sens, délirant. D'ailleurs, le chef de Tikva Hadasha, Guidon Sar, a de ce point de vue-là totalement pété les plombs, puisque je peux vous dire, Netanyahou lui a proposé d'être Premier ministre, y compris pendant 2 ans au début de la cadencia, de début de la législature qui avait commencé en 2021, et Sar a refusé parce qu'il ne peut plus simplement supporter personnellement Netanyahou. Donc voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que de l'autre côté, les gens du Likoud se sont sentis en fait meurtris par le fait que leur choix démocratique a été en fait et a souffert en fait d'un déni de légitimité vis-à-vis de l'autre côté. Alors, donc il y a d'un côté la personnalité de Binyamin Netanyahou, mais Marilyn a parlé de cette réforme législative. Est-ce que cela a accentué aussi peut-être cette situation? Après, bien sûr, on donnera la parole à Marilyn. Oui, non, mais juste pour comprendre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de nombreux facteurs. Donc, il y a c'est autour de Netanyahou, qui a polarisé autour de sa personne le débat politique de manière même qui n'avait plus grand-chose à voir avec de l'idéologie, des idées, quoi que ce soit. C'était simplement sur l'identité et la représentativité. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la Corona, qui a sur lequel nous payons tous, dans tout le monde, je pense. Dans le monde entier, on paye un prix pour tout ce qui est passé autour de la Corona. Je pense que la société israélienne, comme les autres sociétés occidentales, a un peu pété les plombs, pour dire franchement, autour de cette histoire. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a les peurs latentes je dirais, du public laïque vis-à-vis du public, surtout du public orthodoxe, ultra-orthodoxe, Haredi. Les gens ont l'impression, si vous voulez, que l'augmentation démographique du public Haredi ne pouvant pas vraiment être arrêtée, ils ont l'impression qu'on va devenir une espèce d'État théocratique où où leurs droits vont être foulés aux pieds, où les libertés fondamentales vont être foulées aux pieds, et en plus, on va leur prendre tout leur argent en impôts pour le redistribuer aux religieux et puis éventuellement aux électeurs du Likoud. Donc tout ça, c'est le contexte général. Là-dessus est arrivée la réforme, dont l'idée de base était de dire en fin de compte, que la souveraineté, qui est une unité triviale, que la souveraineté appartient au peuple et que par conséquent, il n'est pas raisonnable que des juges ou que le système judiciaire puisse prendre, certainement pas de manière unilatérale, des prérogatives qui sont le propre des prérogatives populaires du peuple, de la Knesset et du gouvernement. Donc, c'est plusieurs raisons. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, on est à cette situation. Tout est arrivé ensemble. En fait, c'est comme une espèce de pression qui monte, et hop, tout a explosé d'un coup. Et il faut dire aussi franchement qu'en plus de ça, il y a tout de même dans de nombreuses parties du peuple en Israël, le déni de légitimité vis-à-vis d'un gouvernement de droite. Je veux dire, pour plein de gens, c'est totalement inacceptable. Ce sont des gens qui sont persuadés que le pays leur appartient, qu'en fin de compte, c'est eux qui doivent contrôler aussi ce qui se passe. Et ils n'arrivent pas à comprendre du point de vue conceptuel que peut-être, en fin de compte, que la démocratie veut dire qu'ils peuvent ne pas prendre des décisions et qu'il se trouve que d'autres personnes peuvent prendre des décisions. Très bien. C'est insupportable. Alors, Amir, on a entendu ce que vous vouliez dire. On va laisser peut-être la parole à Marilyn et peut-être répondre plus justement, puisque vous faites partie de Tikva Hadasha et on a parlé de Guidon Sar, justement de ce fait que une certaine partie de la population refuse d'accepter Binyamin Netanyahou comme Premier ministre. À mon avis, connaissant très bien Netanyahou, l'ayant soutenu aussi, l'ayant rencontré plusieurs fois, y compris à la Knesset, et le jugeant comme un politique très intelligent, il s'est extrêmement bien communiqué, qui est manipulateur, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, qui a fait des choses très très bonnes pour le pays aussi. J'étais la première à le soutenir. Je dois dire une chose très importante, à mon avis, c'est Netanyahou lui-même qui a créé le bibisme et l'anti-bibisme. Il n'a pas créé que le bibisme, c'était pas suffisant. Il avait besoin d'avoir une opposition, un contrat
parce que au plus il y avait de l'anti-bibisme, au plus il renforçait le bibisme. Il savait très bien que pendant des années, il avait été au pouvoir, donc il y avait une usure de ce pouvoir. Probablement, si on lui avait proposé peut-être d'autres choses, s'il avait déjà eu avant le prix Nobel de ceci ou de cela, peut-être que de lui-même, s'il avait surtout pas eu ces procès sur lui, et je le souhaite innocent. Ce que je dois dire, c'est que c'est lui qui a créé tout ce système. C'est un très très bon politique. Même on pourrait presque dire que Netanyahou, c'est la politique. Mais qu'est-ce qu'on veut dans la politique? Est-ce que dans la politique, on veut que de la manipulation? Aujourd'hui, Netanyahou a beaucoup changé. Il a évolué. C'est le Netanyahou qu'on connaissait il y a 20 ans. C'est pas le même Netanyahou qu'il y a 10 ans et c'est pas le même Netanyahou qu'aujourd'hui. Maintenant, donc ça, c'est la première chose quand on parle de cette soi-disant chasse à l'homme. Il n'y a pas une chasse à l'homme. C'est lui qui a créé ce presque, disons, cette adoration, cette adulation pour son personnage, comme il a créé cette haine parce qu'elle renforçait justement cette adulation. Alors, évidemment, les gens des deux côtés sont tombés tout simplement dans le panneau, dans le piège, et très très peu de gens ont de recul sur le débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Marilyn, tomber dans le piège? Netanyahou a créé un nouveau concept. Tout ce qui est contre lui, c'est-à-dire tous ceux qui le jugent, par exemple coupable ou du bloc Bibi et tout, sont devenus ce qu'il appelle des gauchistes. Or, tous les faits en Israël montrent justement que la gauche s'est affaiblie. Il n'est pas possible que, par exemple, presque la moitié de la population israélienne soit gauchiste, parce elle s'oppose justement aujourd'hui à ce que Netanyahou soit au pouvoir. Maintenant, je vais juste dire encore un mot, Olivier, par rapport à Gideon Sa'ar, parce que c'était aussi votre question, et c'est ce que Amir a dit. Alors, les faits sont faux. À deux raisons, les faits sont faux. Quand Netanyahou a proposé à Gideon Sa'ar d'être premier en rotation, il n'a pas dit seulement premier en rotation, il lui a dit premier un an, enfin il y avait encore une discussion. C'était déjà après que Gantz était déjà rentré dans ce piège de vouloir être deuxième en rotation et finalement cette rotation ne s'était pas faite. Maintenant, Netanyahou n'a pas proposé seulement à Gideon Sa'ar le même mois pour pouvoir passer au pouvoir. Il a proposé à Sa'ar, qui avait 7 mandats à cette époque-là, à Bennett, qui avait 6 mandats à cette époque-là, et à Gantz, qui avait 8 mandats. Il a reproposé encore une fois à Gantz. Donc, il n'y a rien de personnel. C'est 3 personnes politiques, dont Gideon Sa'ar, qui a beaucoup plus d'expérience que les autres au niveau politique, que Bennett et évidemment que Gantz à cette époque-là, se sont dit, si avec Gantz, la première fois, le mot de Netanyahou, la parole de Netanyahou ne peut pas être respectée, pourquoi elle serait respectée maintenant? Donc, il n'y a rien de personnel. Je voudrais qu'on continue un peu dans ce débat et revenir justement à cette fracture dans la société israélienne et au risque peut-être que cela peut apporter. Et je voudrais qu'on parle maintenant de déclarations de certains hommes politiques et même des généraux qui appellent à une rébellion civile. Est-ce que vous pensez que cette fracture dans la société israélienne peut mener à cette rébellion civile? Au populisme en général, et c'est un des points aussi qu'on voit dans les recherches actuelles de raisons de division, c'est quand des politiques font du populisme au lieu de faire de la politique dans l'intérêt de l'État d'Israël, dans l'intérêt de la sécurité d'Israël, dans l'intérêt de combats qui sont très importants pour Israël, comme contre la cherté de la vie, de faire une vraie réforme juridique, parce qu'une réforme juridique est nécessaire. Ce populisme, on le voit par exemple justement aussi dans le bloc Bibi, mais pas que dans le bloc Bibi, justement par des déclarations très violentes d'élus comme par exemple David Amsellem qui veut mettre tout le monde en prison, Galit Dister. De l'autre côté aussi, on voit des déclarations qui sont des déclarations aussi irrespectueuses et violentes, comme celle par exemple de Yair Golan. Donc il faut aussi regarder dans les deux côtés. Or, ceux qui sont le pouvoir, ceux qui ont la responsabilité, pour moi en tout cas, je pense que ces dernières années, la responsabilité principale de cette division,
c'est surtout Netanyahou qui la porte. Il n'est pas le seul, mais il est vraiment le principal à la porter. Il voulait le pouvoir, il a voulu le pouvoir à tout prix, et à ce tout prix, c'est Israël qui en paye le prix cher dans toutes ses compositions, aussi au sein du Likoud. Le Likoud est beaucoup plus divisé aujourd'hui. Il y a des gens qui sont beaucoup plus nuancés. Il y a des gens qui sont devenus plus extrémistes qu'ils étaient. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, les risques de révolte au niveau citoyen. Je pense qu'il y a un risque. Évidemment, on peut pas le nier. Il y a un risque. On peut se rappeler de notre propre histoire juive, où justement les conflits extrêmes ont mené à la destruction du temple. Donc, on peut s'imaginer. C'est vraiment pas à souhaiter. Il faut tout faire contre, et c'est pour ça que ce genre de débat est très important. Il est important de dire qu'il faut tout faire contre. Il ne faut pas arriver à une destruction d'Israël, de ce qu'Israël est aujourd'hui, de ce qu'Israël a construit pendant 75 ans. Personnellement, moi, je suis très optimiste. Et donc, je pense qu'il y a un risque, mais ce risque est moindre. Il faut surtout arriver à ce qui est actuellement, par exemple, une réforme à large consensus, mais qu'il y ait réellement une négociation là-dessus, que réellement les différences de point de vue soient négociées. Donc, ne surtout pas accentuer le problème plus qu'il est. Et par exemple, à part les politiques qui sont responsables de l'accentuer, surtout à mon avis dans la coalition actuelle, il y a aussi les médias. Les médias ont leur part de responsabilité d'accentuer, de faire parler trop les extrémistes, d'accentuer trop les problématiques. Il faut les dénoncer. Amir? Comme vous le savez, moi, je gère un fonds de venture capital, de capital risque, et on le voit, les investissements, bon, on est dans une crise mondiale, les investissements dans le monde entier ont baissé de manière significative dans l'industrie, mais je crois qu'en Israël, ils ont baissé même un petit peu plus. J'observe que les chiffres en Israël ont baissé plus que ce qu'ils ont baissé dans le reste du monde, en moyenne. Parce que voilà, l'instabilité locale a rajouté aux problèmes, disons, généraux qui sont dans le monde entier. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler aussi d'une rébellion civile comme certains politiciens parlent ou des anciens généraux? Écoutez, je n'espère pas. J'espère que les gens vont se reprendre en main, mais si j'ai écrit mon post l'autre jour, c'est parce que j'ai véritablement des craintes. Vous savez, ce ne sont pas des gens anodins qui ont fait ces appels délirants à la révolte, etc. C'est quand même un ex-premier ministre, Ehud Barak, c'est quand même un ancien Ramatkal, chef d'état-major, Khaloutz, un ancien ministre de la Défense, Ya'alon, enfin des gens comme ça. C'est tout de même pas, c'est pas l'extrême, c'est pas Yair Golan, qui pourtant était lui-même le vice-chef d'état-major, mais bon, on peut dire lui, il est à l'extrême gauche. Enfin, les autres personnes, ce sont des gens qui sont pas forcément à l'extrême gauche, mais ce sont des gens qui ont, à mon sens, perdu les pédales et dont le lien avec la réalité est devenu extrêmement tenu, on va dire. Et à cause de ça, ils se sont mis dans une position, eux et d'ailleurs tout un tas de monde, tout un tas de gens en Israël, où ils se sont auto-persuadés que le pays va crouler, que s'ils font pas maintenant une révolte et pour sauver le pays, eh ben, il y aura plus de pays. Et donc, le résultat, c'est on est en pleine campagne d'auto-BDS, où on a des gens qui sont des gens quand même tout de même significatifs dans l'économie israélienne, dans le monde politique israélien, etc., qui en fait appellent plus ou moins à faire un boycott sur Israël. Enfin, c'est complètement délirant. Et ça, pour le coup, il n'y a jamais eu ça. Et donc, on a une part significative maintenant des gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui sont aujourd'hui, on va dire, qui ne sont plus simplement une opposition au gouvernement, ce qui évidemment est normal et parfaitement légitime, mais qui sont maintenant une opposition à l'État d'Israël. C'est-à-dire que c'est même pas simplement qu'ils jouent avec les lois, les machins, qui font des filibusters au Parlement, qui font tout un tas de techniques qui sont légitimes en gouvernement démocratique, mais dont l'objectif maintenant est pratiquement, on est au bord du putsch, il faut dire franchement les choses, et on est au bord c'est même pas la guerre civile, c'est des gens qui appellent ouvertement à quitter Israël, à faire la Yérida, de porter atteinte aux investissements, enfin c'est complètement délirant, c'est sans précédent aussi, on n'a jamais vu ça, jamais. Donc c'est très inquiétant et c'est pour ça que oui, et là je rejoins évidemment parfaitement Marilyn, c'est qu'il faut absolument trouver des compromis
et il faut absolument trouver des accords parce que ça va pas être possible Très bien. de continuer comme ça sans que des dommages considérables soient causés à l'État d'Israël. Très bien. Donc, moi, ça fait déjà des mois et des mois que j'appelle et que je parle avec tout le monde pour en effet pousser au compromis. J'aimerais bien que ce soit qu'il y ait aussi une réciproque, ce qui malheureusement n'est toujours pas le cas. Et d'après ce qu'on entend de ce qui sort des discussions entre les partis autour de la réforme, il y a pour l'instant un côté qui est le gouvernement qui est prêt à faire un pas vers l'autre, ou même beaucoup de pas, mais il n'y a aucune réciproque. Ça ne va pas être possible de faire des accords comme ça. Et s'il n'y a pas un accord et une volonté des deux parties d'aller l'un vers le côté de l'autre, en fin de compte, il n'y aura pas d'accord et donc la droite n'aura pas le choix, hein, le gouvernement n'aura pas le choix que de légiférer une partie, en tout cas, de la réforme. Et le résultat, c'est que de nouveau, il va y avoir des divisions, ça va mal se passer. Il faut absolument éviter ça. Donc, il faut que tout le monde ait la responsabilité, elle est sur chacun d'entre nous, mais aussi sur l'opposition et aussi sur Marilyn et aussi sur tout le monde, Voilà. de pousser nos représentants à faire des compromis. Moi, de mon côté, comme tout le monde peut le voir sur mon Facebook, mais aussi de manière privée, je fais des efforts considérables, autant que je peux, évidemment, pour pousser tout le monde au compromis, pour arriver à ce pour encourager les gens à ce qu'on puisse trouver des accords autant que faire se peut, mais j'aimerais bien que ce soit vrai pour tout le monde. Et donc, tout le monde doit faire un effort. Et personne ne peut se nettoyer, se libérer de ses propres responsabilités en disant les autres sont comme ça, les autres sont tels qu'ils sont, c'est comme ça, et voilà, l'enfer, c'est les autres, disait Je vais vraiment montrer justement ce qui ne va pas. C'est ce qu'on est en train d'entendre là maintenant. Parce que d'un côté, moi personnellement en tout cas, je n'ai aucun doute de la bonne volonté d'Amir de vouloir vraiment ne pas créer une division au sein d'Israël, en tout cas certainement pas une destruction de l'État d'Israël. Je pense que c'est un sioniste, un amoureux d'Israël, tout comme moi. Je ne le connais pas, mais c'est ce que j'entends. OK? Donc ça, c'est la première chose. Quelqu'un qui a des valeurs religieuses, qui a des valeurs sionistes, qui a des valeurs humaines. Déjà, c'est ce que j'entends. D'un autre côté, quand je l'entends, il est exactement l'exemple de ce qu'il ne faut pas dire ou pas faire sur certains points. Et je vais dire pas sur tout, sur certains points. Par exemple, de mettre l'autre côté, donc les opposants actuellement, qui sont plus de la moitié du pays. Les opposants, c'est aussi les gens de la coalition. Au sein de la coalition, il y a énormément de gens qui se sont exprimés et qui ont dit qu'ils étaient contre cette réforme juridique telle qu'elle a été présentée et dans sa manière et dans la manière aussi dont les choses ont été menées. On a entendu des gens comme David Bittan le dire, on a entendu des gens comme Yodi Edelstein le dire et d'autres gens, y compris de chasse, récemment d'ailleurs, qui ont dit aussi qu'ils pensaient que c'était une erreur la manière dont Smotrich, Netanyahu et tout ont mené ce combat. Or, quand j'entends que seulement une extrême, vraiment une extrême, hein, de gens vraiment à l'extrême gauche ou de gens qui amènent, peut-être pas à l'extrême gauche, mais en tout cas qui amènent à un débat de révolte, un soi-disant BDS, quand j'entends Amir met tous ces gens-là dans le même paquet. Il n'a pas dit il y a une extrême d'un côté, comme moi je vois par exemple que toute la position de Ben Gvir ou de Smotrich, c'est une extrême à droite. Ça ne représente pas toute la droite. Pour moi, je connais très bien la droite israélienne. J'ai fait partie aussi d'une certaine manière de la droite israélienne. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais quand on entend des choses aussi graves qui sont dites maintenant sur ce plateau, en disant que aujourd'hui une partie qui est presque plus de la moitié de la population israélienne se comporte comme BDS, est un danger pour Israël, déjà, c'est très mauvais. Il faut déjà nuancer les analyses, nuancer les paroles. Donc, c'est la première chose que j'ai à dire, c'est à apprendre à connaître l'autre et nuancer l'autre. Maintenant, niveau solution, parce qu'il est temps de donner des solutions. Il faut qu'on termine, Marilyn. Quel est le problème? Donc, si vous êtes d'accord pour les solutions, oui. Déjà, je vais étonner. Une des premières solutions, à mon avis, puisque le Likoud est le parti aujourd'hui qui a le plus de voix, ok, il serait temps peut-être de faire un gouvernement d'union nationale sans les extrémistes, quels qu'ils soient, d'aucun bord, de droite ni de gauche, de faire vraiment un large gouvernement qui serait
plus représentative de ce qu'aujourd'hui Israël a besoin, plus représentative de la société israélienne. La société israélienne est une société modérée. Aujourd'hui, la division est très forte parce que ce sont deux facteurs qui font que la division est forte. Un, les extrémistes qui tirent de tous les côtés, y compris à droite et surtout à droite, je dirais actuellement, l'extrême droite. Et deux, la position de Netanyahou qui a tout intérêt à ce que cet exercice-là, cette division se fasse pour pouvoir garder le pouvoir. Donc je dirais, si Netanyahou ne quitte pas son siège, puisque actuellement le Likoud est soi-disant encore sous régime démocratique, moi j'ai vu ce que c'était les primaires au Likoud, on peut pas vraiment parler vraiment de démocratie, mais bon, il n'y a rien d'idéal dans les démocraties. Je dirais déjà un gouvernement d'union nationale. Okay. Ça serait une nécessité. Le précédent gouvernement d'union nationale n'était pas du tout idéal, mais il était nécessaire et il a réussi à faire énormément de choses. Marilyn Smadja, Amir Vetman, merci en tout cas. Je ne sais pas si on a trouvé des solutions. En tout cas, on a eu un dialogue et c'est déjà pas mal. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Shalom, shalom. Merci. Merci Olivier, merci Amir et merci à tout le monde.